Bonjour à toutes et à tous. Avec Elodie, nous vous proposons de réfléchir de manière synthétique à cette catégorie de personnes concernées. Et ce qu'elle fait faire. Voici notre proposition. Nous sommes, en tout état de cause, concernés, directement ou indirectement, par l'expérience de la vulnérabilité sociale et du trouble en santé mentale. Et cette expérience ne doit pas, ou plutôt plus, être ce qui justifierait l'exclusion ou le bannissement, mais au contraire, ce qui favorise le partage et la solidarité. Tous concernés, tous acteurs. Commençons notre argument en défendant ce pourquoi, en tant que chercheurs et enseignants, nous sommes amenés avec d'autres à mobiliser et à promouvoir cette catégorie de personnes concernées. Elle apparaît, premièrement, moins stigmatisante. Aujourd'hui, sauf à être spécifiquement scandée par les personnes justement directement concernées dans le but de retourner le stigmate, il apparaît plus que malvenu de désigner des personnes comme folles, tarées, clochardes. Deuxièmement, et ce point peut aussi valoir critique, c'est une catégorie plus labile, moins claire. À travers les actions de Lors Persam Dara, mais aussi à travers le titre de cette journée d'études, nous jouons sur une ambiguïté. Finalement, par quoi serions-nous concernés? C'est un choix assumé. Nous pouvons être concernés par un trouble, par la précarité, par la migration, par tous ces aspects ou pas. Cela induit donc de devoir qualifier le type de concernement. La notion de concerné permet de venir qualifier par quoi on est concerné et permettre aussi d'envisager qu'à un moment on puisse ne plus l'être et donc l'avoir été. Et à ce titre, nous pouvons tout aussi bien faire valoir un savoir d'expérience. On peut avoir fait 20 ans de rue, avoir été hospitalisé et revendiquer cette expérience. Être concerné, c'est se donner du pouvoir pour en faire quelque chose d'autre, qu'autrui voudrait qu'on en fasse. Troisièmement, c'est une catégorie plus individualisée située. Elle induit de nous positionner. Autrement dit, tous les concernements ne se valent pas. Les professionnels, les bénévoles, ne seront jamais concernés de la même manière. Jamais concernés de la même manière que les personnes directement concernées par l'objet de leur intervention. Les familles ne seront jamais les représentants de leurs proches, qui peuvent être concernés par la souffrance. Mais ces professionnels et ces familles sont aussi concernés, ne serait-ce parce qu'ils vivent la relation. Les travaux de Lors Père ont documenté, à travers la clinique psychosociale, comment la souffrance de l'autre était portée par les personnes qui leur venaient en aide. Et à ce titre, nous nous devons d'essayer de comprendre leur souffrance, leur espoir. Pour la famille, la notion de concernement, donc, permet de déplacer la focale. Il importe alors de penser les familles, non comme les représentants des patients ou des usagers, mais comme des personnes concernées aussi par le trouble. Non plus peut-être principalement dans leur cause, mais surtout aujourd'hui dans leurs conséquences. Tous concernés, tous acteurs. Nous en arrivons à cette proposition, tous et toutes concernés. Il apparaît aujourd'hui évident, par exemple, que nous sommes tous concernés par la santé mentale. Nous y reviendrons. Et qu'il y a un enjeu à élargir le champ des personnes concernées. De nombreuses initiatives œuvrent aujourd'hui dans ce sens. Les conseils locaux de santé mentale, les groupes d'entraide mutuelle, les groupes d'autosupport, comme les groupes du réseau des entendeurs de voix. Des initiatives sont de plus en plus nombreuses à l'échelle locale, nationale et internationale. Les derniers numéros de la revue Rhizome documentent cet élargissement des modalités du prendre soin, souhaité par de nombreux acteurs. C'est par exemple le cas à l'école, avec la perspective de l'inclusion. On doit pouvoir aujourd'hui être scolarisé alors que par exemple on est trisomique. Les enseignants, les camarades de classe, sont alors ceux-là même qui vont participer à la socialisation de l'enfant. Il est un proche, un camarade, un enfant. Les attaches de proximité deviennent opératoires en tant qu'elles induisent de se préoccuper les uns des autres. Nous sommes concernés par la santé mentale des autres et ce faisant par la sienne. Et inversement. Ce proche peut être un semblable, mais pas forcément. Il est avant tout un autre, à connaître, à reconnaître. Il peut être celui de notre monde, mais étranger à notre monde.
il nous confronte à sa singularité. Dans le cadre de ma thèse sur les modalités de soutien aux personnes en situation de migration, j'avais qualifié l'activité de solidarisation à l'égard d'une préoccupation pour la santé mentale de concernement. Pour Lorsper Samdara, il importe par exemple, dans un processus d'enquête collective, d'œuvrer à la problématisation conjointe de ce que la santé mentale fait aux migrants et ce que le migrant fait à la santé mentale, et ce faisant élargir le concernement des professionnels, ouvrir à de nouvelles pratiques qui tentent de prendre en compte la personne dans toute sa dimension. Ici, la solidarisation se marque par l'exploration de la voie étroite qui permet d'assumer le particularisme. En effet, c'est une personne, son individualité, qui met à mal le traitement générique des institutions. L'individu n'est plus un sujet générique, mais cette entité singulière que constitue le sujet la personne. Elle est vulnérable, son expérience vécue a des répercussions qui peuvent être traumatiques et possiblement se traduire en pathologie. C'est alors sa prise en compte par les professionnels, par les proches, par des militants, par des pairs, qui constitue une épreuve qui se doit, selon nous, d'être partagée, d'être mise en commun. Le concernement dont il s'agit là se ferait non pas via une subjectivation homogénéisante, nous sommes semblables, mais via la caractérisation de régimes relationnels, la mise en pratique de la solidarité, et alors corrélative de la reconnaissance d'individualité et donc d'altérité. Penser la différence, caractériser l'altérité, c'est porter le focus sur la relation et en prendre soin. Il importe de reconnaître l'altérité sans faire de l'autre un semblable. Ce faisant, c'est agir pour que ce soit les épreuves, les incertitudes qui puissent être l'objet d'un partage collectif. C'est un défi d'ailleurs général et sociétal. Nous voyons aujourd'hui comment l'expérience du confinement, de la crise sociale et sanitaire, en lien avec la Covid-19, a confronté la plupart d'entre nous à l'anxiété et à la précarité, à cette peur de perdre. D'ailleurs, cela donne toute l'acuité à ce qui avait été appelé la souffrance psychosociale. Cet entrelacement entre souffrance psychique et vulnérabilité sociale. Mais ce qui se pense sur le registre de la négativité, la souffrance entraîne l'exclusion et vice-versa, peut aussi se traduire du côté de la positivité. Le rétablissement personnel permet l'inclusion sociale et vice-versa. Nous sommes tous concernés car nous sommes tous vulnérables. Mais être vulnérable, c'est aussi précisément être capable. Tous concernés, tous acteurs. Nous proposons d'étudier à présent une seconde proposition, tous acteurs. Et peut-être plus précisément, tous acteurs de la santé mentale, la sienne comme celle des autres. Notons d'abord que la question d'être acteur de sa vie et parfois aussi de sa santé mentale émerge historiquement au travers des revendications collectives portées par différents collectifs dans les années 60-70. L'un des enjeux majeurs pour les collectifs concernés est d'obtenir par différents moyens et à différents niveaux la possibilité de contribuer plus avant aux décisions qui les concernent. Être acteur de sa propre vie consiste alors à s'affranchir, au moins en partie, du pouvoir que l'on exerce sur eux en tant que professionnels et plus largement en tant que société. La déstigmatisation, la participation, la codécision et la collaboration dans la construction des solutions sont autant de perspectives envisagées pour restaurer la possibilité de chacun, et notamment peut-être des plus vulnérables, d'être acteurs de leur propre vie. Voyons à présent comment cette volonté d'être acteur, portée par les collectifs, a été intégrée dans les plans et programmes de la santé mentale. Un bref détour par quelques définitions officielles, institutionnelles, que nous ne citerons pas ici pour alléger un petit peu cette présentation, mais que nous commenterons en tout cas, nous permet d'éclairer notre propos. La première définition qui nous intéresse donc ici est celle proposée par l'OMS pour décrire la santé mentale. Ce qu'ils nous disent, c'est que la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Donc ici, on observe que le fait de pouvoir contribuer à la vie de sa communauté, et notamment participer, comme ça a pu être proposé dans les revendications des mouvements sociaux qu'on a évoqués précédemment, ça constitue pleinement un élément de la santé mentale.
Ensuite, on remarque que les définitions récentes proposent d'envisager aussi un pôle positif de la santé mentale, dans lequel on retrouve parmi les éléments clés, parmi les critères de cette bonne santé mentale, l'impression de maîtriser sa vie. En fait, ça se rapproche, mais ça diffère légèrement de la possibilité d'être acteur de sa vie. Ici, il s'agit seulement d'avoir le sentiment d'être acteur, l'impression dont le lien finalement avec le réel des possibles n'est pas précisé. Dans un certain nombre d'autres textes ensuite, et notamment ceux qui ont trait à la promotion de la santé, il est intéressant de constater comment la perspective d'être acteur de sa vie se trouve restreinte ou transformée en une capacité à agir sur sa santé. C'est-à-dire que dans ces textes-là, on nous parle non pas de la possibilité de réaliser ses propres choix, mais de la capacité de chacun à effectuer des choix sains, ou en tout cas qui sont estimés sains par d'autres et pour tous. Cette subtile transformation du sens accordé finalement à l'expression ou à la notion d'être acteur de sa vie, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle nous amène à nous questionner alors sur ce qui peut être considéré comme de bons choix. Qui les détermine, pour qui, au regard de quels critères, etc. Passons cependant sur ce point afin d'évoquer enfin la définition du handicap qui est proposée dans la loi de 2005. Est considéré comme handicap, au sens de cette loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne, en lien du coup, d'après eux, avec un trouble et ou des difficultés. Il est donc estimé anormal, inacceptable ou à minima handicapant de ne pas pouvoir contribuer pleinement, d'être limité dans son potentiel de participation. Ici, on notera cependant qu'il ne s'agit pas tant d'être acteur de sa propre vie que d'être acteur, voire peut-être même moteur, de la vie en société. Ainsi, on met en avant la citoyenneté des personnes et la nécessité de son soutien dans certains cadres. Est proposé alors notamment pour faire face à ce handicap la notion d'inclusion sociale. Il s'agit de considérer que pour faire société, éviter l'exclusion des personnes concernées par des difficultés sociales et ou psychiques, il va être nécessaire que la société fasse elle aussi sa partie du chemin. Il convient alors de ne plus chercher seulement à adapter l'individu à la société et à l'environnement, mais de penser également comment ce dernier, l'environnement, peut être transformé, ajusté de manière à faciliter l'inclusion et in fine le vivre ensemble. Est attendu alors de cet environnement qu'il se transforme, qu'il change et au fond qu'il agisse lui aussi dans le sens de cette inclusion. Mais concrètement, c'est quoi cet environnement qui doit changer? En quoi est-ce qu'il peut, en quoi est-ce qu'il doit agir en direction de la rencontre avec les personnes directement concernées par des difficultés? Cette adaptation de l'environnement aux difficultés des personnes, elle est relativement facile à penser dans le champ du handicap physique, même si là, on pourrait bien sûr en soulever quand même toutes les limites. Mais globalement, on peut imaginer que pour réduire les contraintes d'une personne à mobilité réduite, par exemple, ou dont l'accès à certains lieux, il suffit, entre guillemets, d'aménager l'architecture de ces lieux de manière à installer des rampes d'accès qui vont permettre à ces personnes de s'y rendre malgré les contraintes qui sont les leurs. Dans le champ du handicap psychique, il apparaît parfois plus difficile de se représenter quels aménagements sont à proposer dans l'environnement et probablement que cette problématique est encore plus prégnante avec le souhait actuel d'une individualisation de la compréhension des troubles. Ainsi, on a besoin plus que jamais pour adapter l'environnement de la participation des personnes directement concernées par ces troubles et de leur savoir expérientiel pour penser les ajustements nécessaires. Quelques initiatives cependant vont dans ce sens aujourd'hui et nous semblaient être à souligner. À titre d'exemple, des associations de proches de personnes concernées par l'autisme sont parvenues à obtenir que certains magasins proposent un créneau horaire dans lequel les lumières et les bruits vont être réduits de manière à rendre l'environnement plus accessible à ces personnes. Ce qui a été très intéressant d'observer, c'est que cette initiative, finalement, elle a eu des répercussions positives pour tout le monde, et notamment pour les employés des magasins qui ont pu se rendre compte de l'agressivité quotidienne de ces stimuli et des répercussions sur leur état de santé global, malgré qu'ils n'y soient pas particulièrement sensibles ou hypersensibles au départ.
Notons enfin que la caractérisation plus précise de cet environnement et de ce sur quoi on peut agir dans cet environnement, ça fait l'objet quand même d'un certain nombre de travaux. Et on citera par exemple le modèle des déterminants sociaux de la santé qui s'attache à préciser autant les éléments environnementaux en cause dans les difficultés individuelles que ceux sur lesquels une action semble possible. Parmi eux, l'impact délétère de la stigmatisation est largement documenté. Elle apparaît diffuse, insidieuse et personne ne semble être à l'abri de stigmatiser un autre à un moment donné. Par exemple, on sait de la stigmatisation envers les personnes concernées par les troubles psychiques, qu'elle est présente même, et peut-être surtout, au sein des lieux de soins. Les connaissances théoriques, mais aussi pratiques finalement, du contact avec ces personnes apparaissent alors clairement insuffisantes pour éviter aux professionnels de porter un regard stigmatisant. Plus largement, c'est auprès de ce que l'on nomme la population générale que des actions de déstigmatisation sont menées. Ainsi, il s'agit de moduler, de faire changer les représentations présentes dans la société à l'encontre des personnes en difficulté psychique et ou en difficulté sociale. Ainsi donc, la requête de possibilité d'être acteur de sa vie pour les personnes qui s'en sentaient empêchées se transforme peu à peu en un idéal, considérant le fait d'être acteur de sa vie comme un élément de santé mentale. Et son corollaire négatif, donc le fait de ne pas être ou de ne pas se sentir acteur de sa vie, est dans ce cadre perçu comme une souffrance et ou comme un handicap. Alors, tout ce qui contraint est appelé à se modifier, à être transformé. En clair, il convient alors non seulement d'être acteur de sa vie et d'agir chacun pour sa propre santé mentale, mais il est désormais attendu également, et cette proposition semble intéressante, que l'environnement, la population générale, l'ensemble des personnes qui constituent la société, agissent elles aussi pour la santé mentale des autres, ou à minima pour ne pas l'entraver. Cela semble se rapporter alors à une perspective solidaire de la santé mentale, dans laquelle chacun est appelé à agir tant pour soi que pour les autres. Une forme de partage des responsabilités pour penser et pour agir sur les situations de difficulté, et non plus seulement sur les personnes concernées par ces difficultés. Pour faire le lien avec ce qui a été évoqué précédemment par Nicolas, à savoir le fait que quelque part, nous nous trouvons tous concernés d'une manière ou d'une autre par la santé mentale et par les difficultés, tant de soi que des autres, et notamment des plus vulnérables, nous pouvons avancer ici au terme de cet argument qu'être tous concernés nous conduit alors à être tous acteurs. En effet, être ou se sentir concerné par l'autre, par ses difficultés et plus largement par son mieux-être, amène ainsi probablement à devoir agir, ou à minima peut-être à vouloir agir pour bonne partie d'entre nous. Ainsi, nous pourrions considérer que tous, en tant que soignants, citoyens, familles, amis, sommes des co-créateurs du bien-être, du mieux-être et du rétablissement. Dans ce cadre, il convient alors de s'intéresser non seulement au pouvoir d'agir des personnes dites vulnérables, mais également au pouvoir d'agir des professionnels qui les accompagnent et au pouvoir d'agir universel de tout un chacun. Merci pour votre attention et au plaisir de vous retrouver. Merci.